Bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver pour certains parce qu'il y a il y a des réguliers qui viennent à nos webinaires toutes les semaines et puis bienvenue aussi aux nouveaux. Aujourd'hui, un sujet très intéressant avec notre expert Vincent Fournier sur la retraite et les placements qui peuvent aider à préparer cette retraite avec la bataille. Est-ce que c'est vraiment une bataille? On va le savoir. Assurance vie ou PER, plan d'épargne retraite. Pour ce faire, on va avoir une présentation de Vincent et à l'issue de cette présentation, on répondra à toutes vos questions. On essaiera de pouvoir y répondre. On vous donnera aussi un lien si vous voulez après faire perdurer ce webinaire en posant toutes vos questions aussi à nos conseillers en gestion de patrimoine qui sont disponibles sur toute la France. Et avant de commencer, je vous rappelle juste pour une question de praticité, si vous avez des questions au fur et à mesure, mettez-les plutôt dans l'onglet questions, ça sera plus facile pour les retrouver à la fin de l'intervention. Il y a aussi le chat, si vous avez des petites interactions à faire, mais pour vos questions, voilà, il vaut mieux profiter de cet onglet pour que ça soit plus facile pour tous. Je vois que vous êtes déjà nombreux à être arrivés, donc maintenant, je laisse la parole à Vincent et on se retrouve à la fin pour les questions. Merci Marie-Claire. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce webinaire consacré à la retraite. La retraite, et vous le savez, c'est un sujet d'actualité. On en entend parler. On va encore en entendre parler puisque on va avoir encore une fois un sujet sur la réforme des retraites. Aujourd'hui, la loi PACTE a modifié sensiblement le système des retraites pour les Français, la possibilité de se constituer une retraite par capitalisation, c'est-à-dire pouvoir se constituer un placement pour bénéficier d'un système de retraite supplémentaire à celui de la retraite par répartition, celui de la sécurité sociale. Comme nous l'a rappelé Marie-Claire, vous avez effectivement le chat pour pouvoir échanger rapidement, mais je vous invite à utiliser l'onglet questions si vous avez des questions. J'essaierai de prendre un petit peu de temps, notamment à la fin de cette présentation, pour échanger sur les différentes questions que vous pourrez avoir ou que vous auront suscité cette présentation. L'idée, elle était assez simple finalement, elle était de pouvoir faire en quelque sorte un match. Un match entre l'assurance vie et le plan épargne retraite. Pourquoi ce match? Parce que souvent, on pose la question à nos conseillers en gestion de patrimoine, à savoir, pour la retraite, est-ce que je dois faire une assurance vie ou est-ce que je dois faire un PER? Qu'est-ce qui est le mieux? Qu'est-ce qui est le plus intéressant? Etc., etc. On lit, on voit beaucoup de choses sur Internet, si vous avez un peu navigué là-dessus. On a souvent pas mal de généralités. On nous explique que l'assurance vie, c'est un bon système pour préparer sa retraite. On nous explique que ça a des avantages en termes de succession, en termes de fiscalité à la sortie, etc. Pour le plan épargne retraite, c'est pareil. On nous parle de la possibilité de diminuer son imposition. On nous parle, par contre, d'un système tunnel. On nous parle de sortie, etc., etc. Donc, finalement, je me suis mis à votre place, je me suis mis à la place de tous les épargnants. Je me suis dit, je vais mettre des chiffres. Je vais essayer de faire quelque chose où on va chiffrer un investissement pour sa retraite. Et puis, on va aussi mettre des chiffres pour la sortie. Parce que vous le savez, c'est important de pouvoir se dire, mais finalement, de combien je vais avoir besoin à ma retraite, quel va être le montant que je souhaite avoir en plus de ma retraite sécurité sociale, si j'en ai une. Et là, je pense à tous mes travailleurs non salariés, chefs d'entreprise qui n'ont pas forcément de cotisation à la retraite sécurité sociale. Là, ils ont encore plus tout intérêt à se faire un système de retraite par capitalisation. Donc, pour ce match, eh bien, on va prendre quelques exemples, mais avant, je voulais faire quelques points sur les possibilités, parce que vous le savez, la possibilité de simuler un petit peu son épargne. Alors,
première chose, on va rentrer dans le vif du sujet, pardon. On va rentrer sur le sujet des rendements. L'idée, c'est qu'effectivement, lorsqu'on va faire un placement pour sa retraite, généralement, et ça c'est le premier conseil que je peux vous donner, c'est de commencer le plus tôt possible. On le verra, hein, c'est simplement la possibilité d'augmenter le montant finalement de sa retraite. Au final, plus tôt on commence, plus on va avoir un système de levier, plus on va avoir un principe qui est assez simple, hein, qui est celui d'intérêts qui vont eux-mêmes générer des intérêts, etc. Et à long terme, ça représente une somme beaucoup plus importante. Quel rendement est possible pour son placement pour la retraite? Que ce soit une assurance vie ou un PER, eh bien en fait, ça va dépendre du niveau de risque que vous êtes prêt à accepter, le risque que vous êtes prêt à prendre. Ça va dépendre de quoi? Donc ça va dépendre de la composition que vous allez choisir entre le fameux fonds en euros, donc vous savez qu'il est a priori peu risqué, ou en tout cas considéré comme étant un des moins risqués, et les unités de compte. Les unités de compte, ce sont ces formes de placement que l'on peut mettre dans son contrat d'assurance vie, qui peuvent reposer sur des actions, sur des obligations, sur des placements immobiliers, sur tout un tas de choses, sur de l'or par exemple, bref, sur tous les types d'actifs, ce qu'on appelle un actif en finance, qui va être différent du fameux fonds en euros. Pour mémoire, je vous rappelle que le fonds en euros, lui, il est composé majoritairement d'emprunts et d'obligations d'État et d'entreprises. L'inconvénient de ces obligations, c'est que leur rendement, leur rémunération a fortement baissé, et on va en reparler. Donc, le rendement possible de votre placement retraite, et donc le montant que vous allez pouvoir cumuler au moment de la retraite, il va dépendre de la performance des fonds que vous allez avoir choisis dans votre assurance vie ou dans votre PER. Ça va dépendre, bien évidemment, aussi de la performance des marchés. Bon, eh bien, vous le voyez, c'est d'actualité. Aujourd'hui même, pour la première fois, le CAC 40, donc notre indice français de la bourse et des 40 plus grosses valeurs en bourse, a dépassé les 7000 points. Et il a progressé de 25%, 50 années de livret A depuis le 1er janvier. Donc, le rendement va dépendre de la performance des fonds que vous allez avoir choisis, de la durée de l'investissement, je vous le disais. Plus vous aurez une durée longue d'investissement, plus vous pourrez faire des choix et des investissements, ce qu'on va appeler risqués. Et puis ensuite, on va voir que vous pouvez mettre en place des stratégies pour diminuer le risque de votre investissement et améliorer la rentabilité. En bas à droite, sur ce document, je vous ai mis ici un indice qui s'appelle l'indice SRRI, qui est utilisé par tous les placements financiers, que ce soit votre banque, votre compagnie d'assurance, votre CGP, pour vous donner quelque part une échelle des risques. Alors cette échelle, elle commence à 1, elle va jusqu'à 7. Plus l'indice est élevé, plus on a un risque élevé, mais potentiellement, plus on a un rendement élevé. Vous ne pouvez pas avoir un placement avec un indice de risque 1 ou 2 qui vous apporte un rendement élevé. Ce n'est pas possible. Alors, pour être bien clair, le risque sur les placements financiers, ce n'est pas forcément le risque de perdre de l'argent. Le risque sur les placements financiers, c'est la variation, c'est la volatilité. C'est le fait que vous allez avoir un placement qui va pouvoir monter ou descendre. La valeur de ce placement peut varier dans le temps. Plus ça varie, plus on considère que ce placement est risqué. Moins il varie, moins ce placement est risqué. Mais pour vous donner un exemple, aujourd'hui, on considère sur les marchés financiers que le placement le moins risqué, c'est prêter son argent à l'État allemand. Tout simplement parce que c'est aujourd'hui l'endroit où on considère que si on prête son argent à l'État allemand, on est à peu près certain, même quasiment certain, qu'ils nous le rendront. Eh bien aujourd'hui, si on prête son argent à l'État allemand, on est sûr de perdre de l'argent. Pourquoi? Parce que le rendement offert par l'État allemand, si on lui prête de l'argent sur une durée de 10 ans, il est négatif. Ça veut dire que l'État allemand vous rendra moins que ce que vous lui avez prêté. Donc vous voyez, on est sûr de perdre de l'argent avec un placement pourtant qui n'est pas risqué. Alors, pour vous redonner quand même certains éléments qui sont importants à comprendre, on ne peut pas avoir, je ne peux pas vous donner bien évidemment des perspectives, je ne peux pas vous expliquer ce qui va se passer demain, je ne suis pas devin. Par contre,
on peut regarder ce qui s'est passé, on peut regarder l'historique, on peut regarder la façon dont ont évolué les différents placements financiers. Et ici, je vous propose de regarder un petit peu dans le rétroviseur et de revenir 30 ans en arrière. Ce graphique, c'est l'AMF, la Banque de France, qui l'ont fait. Et il vous compare certains types de placements, normalement, on va dire qu'on est censé un peu tous connaître. Alors, vous avez ici, en bordeaux, le CAC 40 avec ses dividendes. C'est important de bien comprendre que les actions, et vous en entendrez parler ces jours prochains, ce soir au journal promis, vous en entendrez parler, on vous parlera du CAC 40, du fait qu'il est revenu à son niveau de 2000. Il est revenu à son niveau de 2000 hors dividende. Mais le principe d'investir dans des actions, c'est aussi de profiter de la rentabilité, de profiter des revenus générés par les actions. C'est un peu comme dans l'immobilier, entre être propriétaire d'un bien immobilier et aussi en percevoir les loyers. Bien, quelque part, les dividendes, c'est un peu comme les loyers de l'immobilier, ce sont les loyers et les revenus générés par les actions. Eh bien, ces dividendes, ils sont très importants, ils représentent environ 3 à 4% par an, notamment en France. Et donc, avec le temps, vous voyez que ça représente forcément une rentabilité très forte. En vert, vous avez les obligations d'État. Je vous le disais, pendant longtemps, on a toujours pu prêter son argent à l'État, et notamment dans le fonds en euros. Aujourd'hui, et depuis maintenant 5 ans, vous le verrez, la problématique, c'est que ce rendement est en baisse. Aujourd'hui, il est proche et voisin de zéro depuis 4-5 ans. Et bien en dessous, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve le CAC 40 sans les dividendes, et puis on retrouve le livret A en vert ici, et l'or. C'était intéressant d'avoir l'or parce que beaucoup de personnes pensent que l'or, c'est un placement, une valeur refuge, etc. etc. Bien, vous regardez, vous pouvez le voir ici, à long terme, l'investissement dans l'or n'offre qu'un très faible rendement. Tout simplement parce que l'or ne distribue pas, ne donne pas de revenus. Pour faire et pour mettre quelques chiffres, bien vous le voyez ici en plus, l'intérêt de ce graphique, c'est qu'il est inflation déduite. Donc là, ce qu'on vous montre, c'est que le rendement réel des actions avec les dividendes, sur une période de 33 ans, est à environ 6,8% par an. Inflation déduite. Et vous le savez, aujourd'hui, l'inflation, elle est assez élevée. On est remonté à des taux proches de 2%, ce qui veut dire que quand vous avez un livret A qui paye 0,5, si vous avez de l'inflation à 2%, eh bien vous perdez 1,5% de pouvoir d'achat. Alors vous me direz, la bourse, ben oui, c'est volatile, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Le risque, c'est qu'effectivement, vous avez des périodes de hausse et des périodes de baisse. Alors les taux d'intérêt pour vos placements, pour votre retraite, ben vous le voyez, hein, il y a de ça 20 ans, on pouvait placer son argent, on va dire, avec peu de risques, on allait le prêter à des États avec des taux élevés. Des taux élevés, hein, en 2000, on pouvait prêter son argent aux États-Unis à la Fed, donc la banque centrale payait aujourd'hui, ses taux d'intérêt étaient supérieurs à 5%, on est même monté au-delà de 6%. Et puis pour les taux des emprunts européens, on était proche des 5%. On était, en 2000, on est monté jusqu'en 2001, on est monté à peu près à 5%. Ces taux d'intérêt, ils sont fixés par les banques centrales. Ils servent à piloter l'économie. Qu'est-ce qui se passe? Pour être simple, si on a de l'inflation, si on a une hausse des prix et des salaires, eh bien les banques centrales vont normalement augmenter les taux d'intérêt pour ralentir l'inflation et pour ralentir quelque part l'économie. En période de crise, et c'est ce que vous avez ici en 2001 et en 2008, eh bien les banques centrales baissent les taux d'intérêt et elles vont le baisser. Ça va être répercuté ensuite par les banques commerciales que vous connaissez. Et elles baissent ces taux d'intérêt pour que l'argent soit moins cher, tout simplement, et pour relancer et pour soutenir l'activité économique. Et vous le voyez, depuis 2010, ces taux d'intérêt ne sont quasiment pas remontés. Ils sont restés très faibles. Aux États-Unis, ils avaient commencé à remonter jusqu'en 2020, et puis là, vous avez eu la crise Covid, et donc à nouveau, les États-Unis ont baissé leurs taux. Les dernières nouvelles, c'est que les banques centrales, malgré le fait qu'on ait aujourd'hui de la reprise économique, vous entendiez parler d'inflation, eh bien, les banques centrales n'ont pas prévu de remonter leur taux d'intérêt avant plusieurs mois, voire plusieurs années. Et donc, c'est ce qui soutient et qui continue de soutenir les marchés financiers, puisque
les placements sans risque, on va dire ça comme ça, hein, si on peut considérer qu'ils sont sans risque, ne rapportent rien. Et les investisseurs préfèrent aller sur les actions. Alors, vous connaissez, les Français connaissent très bien le fonds en euros, ils savent rarement qu'à l'intérieur, ce sont des obligations d'État, donc c'est important de pouvoir le dire. Ici, vous avez l'historique du fonds en euros, vous voyez, qui correspond à ce que je vous ai montré tout à l'heure, notamment par rapport au rendement des emprunts de l'État. Il y a encore une quinzaine d'années, on avait des rendements à 4 ou 5%. En 2020, on avait des rendements à 1,1%, et on sait d'avance, puisque là, pour le coup, les assureurs et les compagnies, quelles que soient les compagnies, achètent les obligations, et elles les achètent pour une durée d'au moins 10 ans. Et donc, depuis 5 ans, elles achètent des obligations dont le rendement va être proche de zéro. Donc, dans le fonds en euros, il n'y a pas que ça, il y a encore un petit peu d'autres investissements, un peu d'actions, un peu d'immobilier, ce qui permet d'obtenir cette performance. Mais dans l'ensemble, on sait que pour les 10 prochaines années, le rendement des compagnies d'assurance des fonds en euros va approcher de même 0%. Et il pourrait même être négatif, puisque vous avez des frais de gestion liés à ce fonds en euros. Et on pourrait imaginer demain avoir le rendement d'un fonds en euros à zéro, voire légèrement négatif. L'inflation, vous l'avez ici, on était proche de 2%, on était descendu à 0,5 pendant le Covid, et aujourd'hui, on est en train de remonter vers 2%. Donc bientôt, le fonds en euros aura un rendement inférieur à celui de l'inflation. C'est ce qui est prévu pour 2021 et 2022. Donc le fonds en euros, il peut avoir une utilité dans un contrat d'assurance vie ou dans une épargne retraite à court terme, mais pas pour un placement sur 10, 15, 20 ou 25 ans, comme peut l'être un placement pour la retraite. Alors, 2 exemples. Moi, ce que j'ai voulu essayer de vous montrer, c'est qu'il existe d'autres choses que le fonds en euros. Vous avez dans un bon contrat d'assurance vie ou dans un bon contrat retraite, la possibilité de mettre ce qu'on appelle des unités de compte, des placements qui sont investis sur d'autres familles d'investissement. Il y en a une que vous connaissez, c'est celle de l'immobilier. Alors, c'est difficile d'acheter un appartement et de le mettre dans son contrat retraite ou dans son contrat d'assurance vie, mais par contre, on peut investir dans des sociétés collectives immobilières. Et donc, avec ces 100 euros, 200, 10 000, peu importe la somme, on va être propriétaire d'une partie de cette société immobilière qui elle-même va acheter des vrais biens immobiliers. Elle va acheter de l'immobilier résidentiel, des entreprises, des locaux commerciaux, des EHPAD, des cliniques, peu importe, toute forme d'immobilier. Ici, j'ai pris l'exemple d'une de ces sociétés qui s'appelle Primonial Capimo, qui est une SCI, donc une société civile immobilière. Alors, elle est énorme, hein, elle pèse 6 milliards d'euros de capitalisation, c'est la plus importante qui existe aujourd'hui sur le marché en France. Elle est distribuée par ce qu'on appelle un gestionnaire d'actifs qui est Primonial. Et je vous ai mis ici l'historique de la performance de ce fonds. Bien, vous le voyez, on est, ce que vous avez ici, à une performance annualisée d'à peu près 4,57%. C'est la moyenne du rendement de la performance de ce fonds depuis plus de 12 ans, depuis ici juillet 2007 jusqu'au mois d'octobre 2021. Puis vous le voyez, il y a finalement peu de risques. Cette SCI, sa valeur, elle a démarré à 100 euros en 2007, aujourd'hui elle est à 188,80. Mais vous voyez, il y a très peu de variations, très peu d'accidents, alors qu'on a eu des grandes crises boursières, on a eu des variations très fortes, etc., etc. Et même pendant la crise Covid, vous voyez, ici, on a un léger décrochage qui est remonté tout de suite après. C'est ce qu'on appelle la volatilité, ce que je vous ai expliqué, c'est le risque. Donc ici, on a une volatilité très faible, 1,93%. Ce sont les variations autour de la moyenne d'indice de ce fonds. Donc là, on a un fonds qui nous verse un rendement assez intéressant. Les loyers, on les connaît. L'immobilier, aujourd'hui, il est assez stable. Sa valeur continue de s'apprécier. Elle s'apprécie d'autant plus qu'elle monte avec l'inflation. Ça vous protège de l'inflation. Si vous avez un bien immobilier ou des biens immobiliers et qu'il y a de l'inflation, le prix de l'immobilier augmente, les loyers augmentent. Donc ici, on le voit, une bonne rentabilité, peu de risques, et donc finalement une très bonne alternative au fonds en euros. Une disponibilité qui est assez forte, puisqu'aujourd'hui, c'est la compagnie d'assurance qui va vous dire, très bien, si vous avez besoin de récupérer une partie de votre argent, vous pouvez parfaitement vendre ce fonds, la compagnie le rachète et vous le met ensuite à disposition. Deuxième exemple, je vous ai pris l'exemple d'une action, d'un investissement en action.
Alors, j'ai pris cet exemple pour pouvoir un peu illustrer mon propos et vous expliquer en quoi on peut avoir des investissements en actions pour son assurance vie ou pour sa retraite, même si on n'est pas un spécialiste des marchés et même si on n'y connaît pas grand-chose. Juste quelques éléments. Vous entendez parler du CAC 40, vous connaissez LVMH, Sanofi, etc., les grandes sociétés du CAC 40. En France, sachez que la moitié de la finance dans le monde, ce n'est pas en France, c'est aux États-Unis. La moitié de la finance dans le monde, c'est aux États-Unis. La France représente à peu près 3% de la finance mondiale. Donc, ça ne représente pas grand-chose. Par contre, il y a des fonds qui vous permettent, en fait, directement d'investir sur un large panel de sociétés partout dans le monde. J'ai pris l'exemple de ce fonds, qui est un fonds très connu, d'une société de gestion qui s'appelle Comgest. Et cette société, je l'ai prise comme ça au hasard pour illustrer le propos, elle a un fonds qui a pour objectif d'investir dans les plus grandes sociétés mondiales. Ce que je trouvais intéressant, c'était de vous montrer, et j'ai pris volontairement ce système-là pour vous montrer comment ça se comportait avec des périodes de crise, comme on a eu entre 2000 et 2010, et une forte période de hausse que vous avez entre 2010 et aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, partout dans le monde, tous les indices boursiers battent des records. Alors vous le voyez, la performance, si on avait investi de l'argent depuis 2000, on aurait fait, avec ce fonds d'action, on aurait fait 500%, presque 500% de progression avec ce fonds. D'accord? On a fait donc x6 sur son investissement. Une performance annualisée, donc ça veut dire qu'en moyenne, on estime qu'on a touché plus de 8% par an et qu'on a réinvesti cet argent, ce qui donne le montant que vous avez ici. Et puis, on a ici le risque. Je vous ai dit tout à l'heure, la volatilité, c'est la différence qu'il va y avoir sur plusieurs années entre les points les plus hauts et les points les plus bas. Alors, ça marche quand ça monte, ça marche quand ça descend. Et vous voyez ici très bien avec le Covid, on peut avoir un écart, et on a eu un écart ici pendant cette période d'à peu près 25%. Donc, l'idée étant la suivante. Aujourd'hui, on ne sait pas, et on ne sait pas, encore une fois, sinon ce serait trop facile, on ne sait pas ce qui va se passer demain. Par contre, ce qu'on sait, c'est que c'est difficile de passer à côté d'un investissement sur les actions. Depuis plusieurs années, quelles que soient les périodes, ça a toujours été le placement qui a rapporté le plus. Donc, il faut mettre au point des stratégies pour pouvoir investir. Aujourd'hui, on est sur des niveaux de marché très élevés. Donc, c'est compliqué de pouvoir rentrer et de se dire « je vais placer tout mon argent aujourd'hui sur les actions ». Parce que ça a beaucoup monté. Mais ce n'est pas parce que ça a beaucoup monté que ça va continuer. En fait, investir une grosse somme d'un seul coup sur les marchés, c'est prendre un risque. Prendre le risque que demain, on a une baisse qui peut être forte, puisqu'on a une hausse de 25%, on peut avoir une baisse de 25, 30, 40%. C'est tout à fait possible. Donc la difficulté, c'est de se dire, mais à quel moment je peux investir ou comment investir? Et bien là, ce que j'ai voulu vous montrer, c'est que même quand on a une période de crise, on peut mettre en place une stratégie d'investissement pour sa retraite. Et ça tombe bien, parce que généralement, c'est comme ça que ça se passe. On peut mettre en place une stratégie d'investissement régulier ou d'investissement, ce qu'on appelle programmé. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre d'un seul coup une grosse somme d'argent sur les marchés, eh bien, on va choisir de le faire par petites touches, mais régulièrement. Et bien là, ce que je vous propose, c'est de vous montrer comment on aurait pu faire. Vous voyez ici, si on avait investi de l'argent en 2000, par exemple, on avait un cours qui était à 200, eh bien on se rend compte qu'on ne récupère pas son argent avant 2012. On voit ici le fonds, sa valeur, ici ce que vous avez à l'échelle de gauche, c'est le prix de ce fonds. Eh bien, si on l'a acheté à 200 € en mars 2000, au plus haut de la bourse, eh bien, on a pu le retrouver un tout petit peu ici en 2007, mais je dis bien, on aurait simplement retrouvé la valeur. Et puis, il aurait fallu attendre quasiment 2013 pour redépasser son prix. Donc, la stratégie est la suivante. Ici, ce que j'ai voulu vous montrer, c'est que j'ai pris l'exemple d'un versement qu'on aurait fait au mois de décembre avec les prix exacts qui étaient sur l'indice tout à l'heure, à 55 000 €. Si on fait un versement unique, vous voyez, si on avait fait un versement unique
en décembre 2000, en décembre 2010, on aurait eu un gain d'à peine 4,5%. D'accord ? Soit 0,44% sur une période de 10 ans. Moins bien que le livret A, on est d'accord. Aucun doute là-dessus. C'est donc la difficulté, et c'est celle-ci, c'est le risque qu'on a, c'est si on fait un versement important en une seule fois, eh bien, si on a une mauvaise période boursière, eh bien, on peut ne pas avoir de rentabilité avant une dizaine d'années. On le voit, hein, toutes les années ici, on est quasiment en perte sur son portefeuille. La bonne stratégie et la bonne solution, c'est de faire un versement régulier. Ici, j'ai pris exactement le même fonds, mais j'ai pris une stratégie différente. Au lieu de mettre 55 000 euros d'un seul coup au mois de décembre, eh bien, je verse 5 000 euros tous les ans. Et c'est ce que je vais faire quelque part quand j'ouvre un plan épargne retraite ou une assurance vie. Je peux faire des versements réguliers. Eh bien, ici, vous voyez, avec les mêmes fonds, j'arrive à une performance complètement différente. J'arrive à un gain de 25%. Pourtant, c'est exactement la même bourse, exactement le même fonds, exactement la même condition. C'est juste ma stratégie d'investissement qui a été différente. En versant chaque année, eh bien, en fait, j'achète à des prix qui sont parfois élevés, mais parfois à des prix beaucoup plus faibles. J'achète plus avec la même somme d'argent. Et au final, je gagne plus rapidement, puisque là, ici, j'ai un rendement de 25%. La comparaison avec le fonds en euros. J'ai pris effectivement une comparaison pour vous montrer ce qui peut se passer. J'ai pris l'année de 2000 à 2010. Eh bien, de 2000 à 2010, je vous ai mis ici l'historique des fonds en euros. Vous voyez, on était sur des taux à 5,30, 4,80, etc. Eh bien, même à cette époque, il valait mieux, avec un versement annuel de 5 000 euros, être en action qu'être en fonds en euros. Et encore une fois, vous avez vu ici, on était avec des taux d'intérêt bien plus élevés. Pourquoi ? J'ai fait l'investissement, j'ai fait le calcul. L'investisseur sur le fonds en euros, ici, arrive à 67 000 en action. Évidemment, il y a eu des moments un peu plus délicats. En décembre 2008, l'investisseur en fonds en euros, il a toujours 53 000 euros. Il n'a que 37 000 sur la partie action. Mais évidemment, vous le savez, avec les actions, quand ça descend, eh bien, généralement après, ça remonte. Et ici, on se retrouve en décembre 2010 avec une valorisation à 69 000. En période de croissance, eh bien, en période de croissance ou de forte augmentation de la bourse, c'est l'inverse. Il vaut mieux avoir un versement unique, d'accord, plutôt qu'un versement régulier, puisque on va avoir un impact beaucoup plus fort. Mais je dirais que c'est trop tard. C'est trop tard pour aujourd'hui se dire je vais faire un versement unique. On l'a bien vu sur le graphique précédent. En fait, cette période de 10 ans en arrière, donc de 2011 à aujourd'hui, ça n'a été que de la croissance à je dirais, vertigineuse. Donc aujourd'hui, plus on augmente, plus on est à des niveaux élevés et plus le risque est important. Donc, on est bien à aujourd'hui dans la nécessité d'avoir une stratégie de versement, plutôt de versement régulier pour profiter de futurs moments de baisse, plutôt qu'aujourd'hui mettre une grosse somme d'argent sur les marchés. Je considère, moi, que c'est, et la plupart des connaisseurs vous diront la même chose, oui, plus on est à des niveaux élevés et plus c'est dangereux. Donc attention à ne pas mettre tout son investissement en même temps. Alors j'ai fait la comparaison, on va rentrer dans le vif du sujet, je vais juste vérifier si vous avez quelques questions. Il y a James qui nous dit l'injection des liquidités par les banques centrales joue aussi sur le maintien des marchés. Oui, oui, bien sûr. Les banques centrales ont plusieurs outils. Les taux d'intérêt, l'injection de liquidité, c'est elles qui maîtrisent et qui créent la monnaie aussi. Donc de toute façon, pour soutenir une économie, les banques centrales ont quelque part ce premier objectif normalement qui est de maîtriser l'inflation. Et aujourd'hui, elles font tout pour que les économies partout dans le monde soient le plus florissantes possible, en tout cas ne flanchissent pas. On l'a bien vu pendant le Covid, les États ont aidé les entreprises, les États ont emprunté, alors c'était pratique, ils empruntent à zéro sur les marchés quasiment. Donc ça permet, c'est ça les fameuses histoires de l'argent magique, c'est en fait la possibilité qu'a un État d'emprunter et que ça ne lui coûte rien.
La problématique, c'est qu'à un moment, cet emprunt, est-ce qu'ils vont être capables de le rembourser ou pas? Et puis ensuite, on a aussi entendu certaines personnes dire on pourrait annuler cette dette. Là, ça serait dangereux parce que vous vous rendez compte que finalement, vous parfois, au travers d'un fonds en euros, vous détenez de la dette de l'État. Donc, si on vous annule la dette, ça voudrait dire qu'on ne vous rembourse pas et donc on vous enlève une partie de votre argent. Ça serait un petit peu dangereux. Donc, je continue et je vais sur notre comparatif. Ce que j'ai fait, pour que vous puissiez comprendre et comparer, j'ai fait une simulation de Camille, 40 ans, célibataire, qui gagne 55 000 euros de revenus par an et qui ouvre un contrat d'assurance vie pour sa retraite. Sa retraite étant prévue à 65 ans. Donc, j'ai fait une simulation d'une ouverture à 500 euros, 417 euros par mois. J'ai mis les frais maximum qu'on peut avoir sur un contrat, 4,5% sur les versements. On a des frais de gestion sur un contrat, ils sont de fonction des compagnies, aux alentours de 1%. Ici, j'ai mis 1,05. Et comme c'est un contrat sur du long terme, on est parti pour une durée de placement à 25 ans. Eh bien, j'estime que pour une durée à 25 ans, ce que je vais chercher à avoir, c'est du rendement. 25 ans, je n'ai pas prévu d'y toucher, c'est pour ma retraite. Donc, je peux supporter des aléas sur le marché. En plus, je vais faire des versements réguliers tous les mois ou tous les ans. Et donc, je vais aller sur les actions. Et vu ce que je vous ai montré tout à l'heure, je peux espérer un rendement moyen de 6,5%. D'accord? Brut, bien évidemment, mais dans mon calcul, j'intègre tous les frais. Ils seront supportés, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, mon assurance vie, quand je partirai à la retraite, me permettra de me générer une cagnotte de près de 250 000 euros. Si tout se passe bien, si j'ai ce rendement moyen à 6,5%, normalement, au bout de 25 ans, j'arrive enfin à l'âge de la retraite et je me retrouve avec une cagnotte de 248 104 euros, très exactement. Qu'est-ce que je peux faire à ce moment-là? J'ai fait mon contrat d'assurance vie, je suis en bonne santé, j'ai enfin le droit de partir à la retraite. Je peux décider, et là c'est Camille qui va le faire, Camille, maintenant est à la retraite, perçoit une pension de 27 000 euros. Alors, j'ai rien inventé, j'ai pris simplement aujourd'hui le taux de remplacement qui existe pour un retraité. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 50%, c'est 54%. Donc, quelqu'un qui a 50 000 euros, son revenu à la retraite, en moyenne, ce sera 54% de 50 000 euros. Il y a de grandes chances, hélas, que ce montant diminue avec le temps. Mais je pars du principe qu'on reste sur ce montant. Donc, Camille perçoit une pension de 27 000 euros. Camille, il ou elle, souhaite un complément de revenu de 10 000 euros par an. Donc, j'ai fait une simulation de rachat sur son contrat d'assurance vie. Vous savez que si vous avez un contrat d'assurance vie, vous pouvez parfaitement, à n'importe quel moment, demander à faire des rachats sur ce contrat et vivre de vos intérêts, être quelque part rentier. J'ai donc pris le contrat d'assurance vie qu'on avait ouvert en prévision de la retraite. Évidemment, j'ai changé la composition de mon contrat, c'est mon droit. Maintenant, je suis à la retraite. Moi, les variations des actions, ça m'empêche de dormir. Donc, j'ai plutôt choisi d'avoir des fonds immobiliers dans mon contrat. En moyenne, ça me rapporte 4% et je me dis que finalement, c'est très bien comme ça. Ça bouge beaucoup moins. Je suis plus rassuré. Et donc, j'ai pris dans mon contrat la possibilité d'avoir un rendement et j'ai mis un exemple de rendement à 4%. Je fais mes rachats bruts tous les ans. Vous le savez, quand vous faites un rachat dans un contrat d'assurance vie, vous n'êtes taxé que sur les intérêts. Vous allez faire un retrait de 10 000 euros, il va y avoir une partie de votre argent qui sera du capital, une partie qui sera des intérêts, et vous ne serez taxé que sur les intérêts. Vous serez taxé après en plus un abattement qui est de 4 600 euros pour une personne seule, 9 200 pour un couple. Donc vous voyez ici, ce que j'appelle l'IR, c'est l'impôt sur le revenu, il est en plus à un taux, quelle que soit votre tranche d'imposition, il a un taux de 7,5. Et puis, vous avez les prélèvements sociaux, c'est GRDS, sur l'ensemble des intérêts, sur les 5 165. Net dans votre poche, net dans la poche de Camille au moment de sa retraite, 9 069 euros la première année. Les années suivantes, vous voyez, ça diminue très légèrement. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a une augmentation un petit peu de la fiscalité, parce que la part des intérêts est plus importante. Par contre, on est bien d'accord, avec cette simulation, au bout de 20 ans, Camille a toujours un contrat d'assurance vie avec 245 000 euros.
Donc Camille peut parfaitement continuer et aller jusqu'à 120 ans si nécessaire. Et peut-être que Camille laissera même du capital pour ses héritiers. J'ai fait la moyenne sur 20 ans. C'est l'espérance de vie. Pour vous, mesdames, 86 ans. Pour nous, messieurs, 80. Donc, ici, j'ai fait une moyenne de revenus net qui est donc à 780 € par mois en moyenne. Maintenant, j'ai pris le même exemple et on imagine que Camille ouvre un PER. Toujours pareil, 40 ans, célibataire, 55 000 € de revenus, la même retraite, exactement les mêmes conditions. Chez la plupart des assureurs, normalement, en tout cas, vous avez les contrats plan épargne retraite sont et fonctionnent de la même façon que les contrats d'assurance vie. Si ce n'est pas le cas, regardez bien, mais c'est important. Nous, on considère que c'est très important cette possibilité d'avoir la même étendue de placement et de fonds disponibles dans votre plan épargne retraite. Donc là, si tout se passe bien, normalement, j'arrive au même résultat. Je peux investir sur des fonds actions dans mon plan épargne retraite, il n'y a aucun problème. Par contre, au moment de la retraite, tout change. Camille veut toujours faire un rachat de 10 000 €, mais là, ce n'est plus la même fiscalité. Camille a profité avec son épargne retraite de la défiscalisation, la diminution de son revenu imposable à chaque fois qu'elle a versé de l'argent. Eh bien, en sortie, au moment de la retraite, ces sommes d'argent sont fiscalisées. Donc là, j'ai fait un exemple plutôt simple. J'ai pris, on le voit bien, en fait, Camille gagnait 55 000 €, donc sa tranche marginale d'imposition pour ses revenus qui dépassaient 25 000 € jusqu'à 75 000, c'était 30%. Il remplissait chaque tranche. Bon, là, avec 27 000 €, on est toujours dans la tranche à 30% pour la partie supérieure des revenus. Donc, chaque revenu supplémentaire va être taxé à 30%. Et bien là, Camille va payer de l'impôt sur le capital et sur les intérêts, la flat tax. Résultat des courses, sur un rachat brut de 10 000 €, net dans la poche de Camille, 7 000 €. En moyenne, on est donc à 613 €. Et on voit bien ici qu'on a un écart pour la partie retraite entre l'assurance vie et le plan épargne retraite. Donc, première analyse. Donc, sur la base de la fiscalité actuelle, évidemment, mais on peut imaginer qu'elle soit relativement stable. Pendant la phase d'épargne, le PER a permis de dégager 1 500 € d'économie avec un gain de pouvoir d'achat sur 25 ans de 37 500 €. Je répète, pendant la phase d'épargne, si on a opté pour la déductibilité, donc chaque année, si on est avec une TMI à 30%, Camille verse 5 000 € dans son PER, Camille peut déduire de son revenu imposable 5 000 €. Comme elle est dans une TMI à 30%, une tranche marginale d'imposition à 30%, Camille va ne pas payer d'impôt sur 5 000 € en moins. Donc, va faire une économie d'impôt de 1 500 €. Un gain de pouvoir d'achat de 37 500 €, puisqu'elle va pouvoir le faire chaque année, pendant 25 ans, alors que pour l'assurance vie, c'est 0. Et ça me permet de répondre à la question de PL. Si on met le PER non déductible, ça donne quoi en projection ? En fait, le PER en non déductible, ça fonctionnera exactement comme une assurance vie. C'est-à-dire que je n'ai pas de réduction quand je fais mes versements, mais je n'ai pas d'imposition de mon capital à la sortie. Par contre, j'aurai une fiscalité sur mes intérêts. On le voit. Par contre, pour la phase de retraite, au niveau de l'assurance vie, là, on a un gain de pouvoir d'achat. Au moment de la retraite, on l'a vu, l'assurance vie permet d'avoir moins de fiscalité, quelle que soit sa tranche d'imposition. C'est-à-dire que même si j'ai des très grosses retraites, que j'ai des loyers, du revenu foncier, etc., que j'ai une tranche marginale à 40%, à 41 ou à 45, eh bien, ma fiscalité sur l'assurance vie, ce sera toujours la même. Elle est forfaitaire. Donc, j'ai un gain de pouvoir d'achat, là, dans mon calcul, de 40 000 €. Vous voyez, c'est proche. J'étais à 37 500 € de gain de pouvoir d'achat pendant la phase d'épargne sur le PER, 40 000 € avec l'assurance vie sur la phase retraite. Mais on peut faire mieux. Comment peut-on faire mieux ? Eh bien, en fait, Camille, on lui a conseillé de verser et d'ouvrir un PER. 5 000 €.
Ces 5 000 euros, ils vont diminuer son revenu imposable et donc Camille va faire une économie, je vous l'ai dit, de 1 500 euros. Eh bien, ce qu'on va lui conseiller à Camille, c'est de replacer cette économie d'impôt dans une assurance vie en parallèle. Si Camille avait fait une assurance vie directement, elle aurait versé 5 000 euros et puis c'est tout. Elle n'aurait pas eu d'économie d'impôt, sa vie n'aurait pas changé, elle aurait payé toujours la même chose, il n'y aurait rien eu. En faisant un PER, en mettant 5 000 euros, il y a une économie d'impôt. Donc, quelque part, un gain de pouvoir d'achat supplémentaire. Eh bien, ce gain de pouvoir d'achat, pour moi, je considère que c'est un gain d'épargne. Eh bien, ce gain d'épargne, cette économie d'impôt, je vais la replacer. Donc, les 1 500 euros, on va les replacer sur une assurance vie à côté du plan épargne retraite. Ça représente 125 euros par mois. Eh bien, on va prendre exactement les mêmes conditions. Les 125 euros, donc cette économie d'impôt, je la place. Eh bien, au bout de 25 ans, regardez, ça va me faire un capital supplémentaire de 75 611 euros. Une belle voiture, hein, on est proche de la Tesla. Donc, grâce à mon économie d'impôt, j'ai pu ouvrir un placement d'assurance vie, c'est quand même pas mal. Et ce placement d'assurance vie, de toute façon, au moment de la retraite, je peux demander à faire la même chose, c'est-à-dire à récupérer et à devenir rentier avec cet argent. Et bien là, j'ai fait, de la même façon, j'ai fait la simulation de rachat programmé avec ce contrat d'assurance vie supplémentaire. Et ici, j'obtiens 255 euros par mois en moyenne sur 20 ans de rachat possible. Je vous ai remis le tableau avec le calcul, la fiscalité, etc., etc. Décision finale. Eh bien, en fait, sur la base de la fiscalité actuelle, sur le match assurance vie PER, il ne faut pas les opposer. En fait, il faut les marier. La bonne solution, c'est de faire le PER et l'assurance vie. De prendre l'économie d'impôt du PER et de le placer dans l'assurance vie. Et là, pour le coup, on obtient, vous voyez, avec un versement initial qui était de 427 euros par mois pendant une période de 25 ans, finalement, on obtient quasiment le double au moment de la retraite, puisqu'on obtient 868 euros net, 868 euros net par mois pendant 20 ans. C'est assez intéressant parce que c'est bien au-delà aujourd'hui des simulations de rente. Et aujourd'hui, ce qui fait le succès du plan épargne retraite, c'est qu'on n'est pas obligé de sortir en rente. Dans l'ensemble, les Français n'aiment pas le système de la rente parce que voilà, il y a un côté un petit peu aléatoire par rapport à son décès. On ne laisse pas de capital. Là, en l'occurrence, avec l'assurance vie ou le PER, en plus de ça, on a un capital. Vous avez fait une cagnotte pour votre retraite de 200, 300, 400 000 euros. Rien ne vous empêche de dire je veux faire un retrait chaque mois, chaque trimestre de 3 000 euros, 4 000 euros. Et puis à un moment, je veux aider mes enfants. Je peux très bien faire un rachat de 50 000 euros d'un coup. Vous êtes parfaitement libre de faire des opérations supplémentaires, ce que vous ne pouvez pas faire quand vous avez un système de rente. Donc aujourd'hui, la bonne solution, c'est celle-ci. C'est un PER et en complément, l'assurance vie. La seule chose qu'il faut bien garder en tête, c'est que sur le PER, l'argent est réellement bloqué. Je dis réellement parce que souvent on dit oui, mais il y a la possibilité de, etc. La possibilité de, généralement, ce sont des cas très précis. Ils sont fixés par la loi, c'est la fin de droit pour le chômage, c'est l'invalidité, etc., etc. Le cas nouveau, un petit peu, c'était celui de la résidence principale. Attention, c'est un piège. Si on utilise son PER et qu'on le débloque pour l'acquisition d'une résidence principale, on va prendre tout l'argent qui a été mis dans ce PER, surtout s'il a permis de faire de la défiscalisation, et puis d'un seul coup, on va le rajouter au revenu, mais en une seule fois. Donc, on va augmenter son revenu d'autant qu'on aura mis sur son PER. Et ça peut nous faire, pour le coup, augmenter notre tranche d'imposition. J'ai donc, dans l'exemple de Camille, qui gagne 55 000 euros aujourd'hui. Imaginons qu'au bout de 10 ans, Camille dise, voilà, je veux récupérer mon PER pour acheter mon bien immobilier. Camille va devoir déclarer tout l'argent au bout de 10 ans, peut-être 100 000 euros, et le redéclarer dans ses revenus en plus de ses salaires. Et donc, va être taxé à peut-être 41%. Donc, attention à cette idée
qui est peut-être c'est peut-être une bonne idée d'ouvrir un PER pour acheter un bien immobilier. Non, la bonne solution, c'est de garder suffisamment d'épargne à côté du plan épargne retraite pour faire d'autres choses. Mais il faut se concentrer et se dire que le plan épargne retraite, c'est pour la retraite. Mais par contre, c'est une très bonne solution pour mettre des investissements, pour faire des investissements et pas hésiter à mettre des actions dans le plan épargne retraite, surtout si on a du temps. Alors, quelques questions peut-être. Si on récupère un PER après un licenciement, est-ce à rajouter aux impôts sur le revenu? La réponse est non. Si on récupère un PER pour les cas autres que l'achat de la résidence principale, on n'a pas à redéclarer le capital dans ses revenus. On est normalement simplement imposé sur les intérêts. Alors non pas imposé, mais on va payer les prélèvements sociaux à 17,2% sur les intérêts. En quoi consiste le rachat? Pourquoi faut-il le faire? Alors, ce n'est pas une obligation de faire un rachat. Là, on est parti du principe qu'on arrive à la retraite, on a mis un capital sur ces contrats et on a envie d'avoir un complément de revenu. Vous voyez, hein, aujourd'hui, un Français, une Française qui gagne 4 000 à 5 000 euros, au moment de la retraite, se retrouve avec 2 500 euros. C'est compliqué parce qu'il y a toujours des charges. En plus, généralement, on est en bonne santé, on a envie de faire plein de choses, on a envie de bouger. Et puis, avec moins de revenus, c'est beaucoup plus compliqué. Et bien là, en fait, ce placement de retraite permet de se constituer une cagnotte qui nous permet de nous générer un revenu complémentaire pour augmenter son revenu au moment de la retraite. Si Camille ne dénoue pas son PER, les 37 000 euros seront reversés aux héritiers, non? Alors oui, c'est vrai que le PER, alors pour les PER qui sont faits dans les compagnies d'assurance, ils ont un double statut. Ils sont et plan épargne retraite, avec un statut fiscal de celui de l'assurance vie. Il y a quand même une petite différence. C'est pour le traitement de la fiscalité. En assurance vie, ce qui compte, c'est la date à laquelle on dépose son argent. Donc, si vous constituez un contrat d'assurance vie, si Camille s'ouvre un contrat d'assurance vie, met ses sommes d'argent, à 65 ans, son contrat vaut 250 000 euros, elle décède, il ou elle décède. Quel que soit son âge, ces sommes seront reversées aux héritiers de son choix avec la fiscalité de l'assurance vie, à savoir un abattement de 152 500 euros par héritier, par personne désignée dans le contrat. Dans le PER, c'est différent. Si Camille décède à 65 ans, effectivement, on prendra exactement cette même règle. Si Camille décède à 72 ans, ce ne sera plus cette règle-là qui s'applique. C'est la règle de la fiscalité de l'assurance vie après 70 ans. Donc, un abattement de 30 500 euros en tout et pour tout, et tout le reste sera taxé au taux légal. Au-delà, il est de l'ordre de 31,2, ou je n'ai plus le chiffre exact en tête, mais on le retrouvera au niveau de l'assurance vie. Donc, vous voyez, il y a une petite nuance quand même de fiscalité en termes de transmission entre le PER et l'assurance vie. Autre question, que fait-on de l'argent que l'on n'investisse pas alors sur un livret A? J'imagine, je pense que la question, c'était de dire, voilà, si aujourd'hui j'ai 50 000 euros, je veux investir sur les marchés, je ne peux pas rentrer d'un seul coup. Qu'est-ce que je fais? On peut soit choisir effectivement de faire des systèmes, ce qu'on appelle d'investissement progressif. C'est-à-dire que vous pouvez très bien mettre une somme importante d'argent sur votre contrat. Dans ces cas-là, on va la mettre sur le fonds en euros, parce que là, au moins, on a un rendement de 1%, c'est mieux que le livret A, toujours. Et on va prendre automatiquement, on a des options dans les contrats qui nous permettent de prendre automatiquement chaque mois de l'argent du fonds en euros et on l'investit sur les actions. Donc, si aujourd'hui, on a 25 000 euros qu'on doit mettre et qu'on veut mettre pour sa retraite sur un investissement dynamique en actions, bien, je peux très bien les mettre sur mon fonds en euros et chaque mois, on va avoir un investissement automatique de 1 000 euros de la partie fonds en euros vers les actions. Et ainsi, on va pouvoir étaler son investissement et diminuer son risque. J'espère que ça répond correctement à votre question. Qu'appelle-t-on PER assurance comme au Crédit Agricole? En fait, pour un plan épargne retraite, on peut avoir soit la forme légale de l'assurance, c'est généralement à 99% des cas, c'est celle-là. En fait, une banque, quand elle vous propose un plan épargne retraite ou une compagnie d'assurance, c'est via sa filiale. Même dans une banque, quand vous signez un contrat d'assurance vie, ce n'est pas la banque qui vous fait le contrat d'assurance vie, c'est la filiale assurance de la banque.
puisque ce sont deux droits complètement différents. Donc, dans l'ensemble, la plupart des contrats PER sont sous l'enveloppe assurance vie, en tout cas les plus intéressantes. PER versus assurance vie pour l'impact pour les héritiers, vous l'avez vu, c'est quand même plus intéressant au niveau de l'assurance vie, puisqu'on a cette règle, notamment avant les 70 ans, qui est plus importante. La stratégie en cas d'expatriation pour les années à venir. Vous pouvez très bien avoir un PER avant de partir, et quand vous êtes expatrié, ne plus verser. L'avantage du PER, c'est sa souplesse. Vous n'êtes pas obligé de verser de l'argent tout le temps dans votre PER. Vous pouvez verser uniquement les années où vous êtes en France déjà, sinon il n'y a pas lieu de verser dans un PER. C'est pareil pour une assurance vie. On peut très bien avoir une assurance vie en étant, d'ailleurs, pendant un moment expatrié. On peut garder son contrat, il n'y a aucun souci là-dessus. Ce que je peux vous dire, c'est que par rapport au fait de partir à l'étranger, il y a toujours de toute façon un moment une solution. Et rien n'empêche de le faire. Le tout, c'est de le faire avant de partir. Une fois qu'on est expatrié, c'est beaucoup plus compliqué d'ouvrir un plan épargne retraite ou une assurance vie en France. Donc, il vaut mieux prévoir, vaut mieux le faire avant, partir, et même, pour le coup, lorsqu'on revient, pouvoir reprendre. Autre chose, vous pouvez très bien, au niveau du PER, je ne vous l'ai pas dit, mais dans un couple, on raisonne en matière foyer fiscal. Donc, vous pouvez avoir, pour vos plans retraite, vous pouvez très bien avoir la possibilité de verser en fonction du foyer fiscal. C'est très important, et là, vous aurez tout intérêt à voir avec votre conseiller en gestion de patrimoine, et avec votre feuille d'impôt, il pourra vous expliquer les montants que vous avez le droit de verser, etc. Et vous pouvez même, au moment de la retraite, avoir une personne retraitée, une personne qui travaille, ou faire du cumul emploi-retraite. Voilà, il y a plein de règles qui sont possibles, notamment pour le PER, et pour avoir une forte défiscalisation. Par exemple, l'année où vous partez en retraite, vous pouvez avoir des revenus à ce moment-là très élevés, et ça peut être intéressant de verser dans son PER. Alors, j'essaie de reprendre toutes les questions, mais il y en a beaucoup. Ouais. Est-ce que tu as besoin d'un petit peu d'aide, Vincent, parce que là, je regardais au fur et à mesure. Il y en a eu pas mal aussi sur le chat. Il y en a beaucoup qui demandent les conseils pour le meilleur placement. Est-ce que je dois prendre un PER à 32 ans? Est-ce que je peux avoir plusieurs assurances vie? Enfin, voilà, tout ce genre de questions dépend vraiment de vos objectifs. Et du coup, je vous ai mis un petit lien, en tout cas, pour pouvoir avoir un rendez-vous avec un conseiller de gestion de patrimoine de chez nous. Donc, je rappelle, ils sont partout en France. Ils travaillent en plus avec Vincent, donc ils ont bien sûr tous les conseils et tout l'appui derrière. Et voilà, pour ce genre de questions, je pense, enfin, Vincent, tu peux me le dire, mais c'est difficile d'y répondre comme ça parce qu'il faut vraiment avoir la situation de la personne. Surtout spécifique. Il faut savoir que c'est assez pointu et il y a beaucoup de règles. Alors là, on a parlé du PER pour un salarié, mais le PER existe aussi pour les travailleurs non salariés. Il y a plein de règles. On me demande, là, je voyais une question, par exemple, on m'expliquait, mais est-ce que les 30%, etc. Alors, tout ça se fait, la fiscalité, c'est quelque chose de pointu. Nous, c'est notre spécialité, dans le groupe Quintessence. Depuis des années, on travaille sur les investissements dans l'immobilier et dans les placements financiers avec les impacts fiscaux. D'accord ? Et c'est important de bien les prendre en compte. Je prends un exemple. Il n'est pas forcément, parfois, il nous arrive de dire à nos clients, aux gens qui s'adressent à nous, qui nous disent, mais moi je voudrais verser, j'ai le droit, j'ai un plafond, j'ai vu sur ma feuille d'impôt, je veux verser 20 000 euros dans mon plan épargne retraite. Bien, il nous arrive de dire à certaines personnes, non, c'est trop, c'est pas optimisé. Pardon. Je prends un exemple. Camille, là, sa tranche d'imposition de ses revenus, on va prendre le montant, on va calculer, on va enlever effectivement un abattement de 10%, etc. Et on va regarder quelle est la partie de ses revenus qui est bien dans la tranche à 30%. Une fois qu'on va avoir versé de l'argent dans le PER, qu'on va avoir fait une économie d'impôt à 30%, le reste ne sera plus qu'à 11%. Et est-ce que c'est vraiment intéressant de faire une économie à 11%, sachant que peut-être, à la retraite, on sera taxé à 30%? Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a besoin, pour tous ces cas, de faire appel. Et là, je pense qu'il ne faut pas hésiter, demander un rendez-vous, inscrivez-vous. Ça n'engage à rien, au contraire. À part gagner de l'argent, souvent, on ne risque pas grand-chose à rencontrer un bon conseiller en gestion de patrimoine. C'est son métier. Lui, au moins, il a du temps. Il va pouvoir effectivement voir avec vous votre cas
et adapter. C'est vrai que c'est important de pouvoir le faire. Il y a ces calculs, c'est toujours complexe la fiscalité depuis des années. Et donc, tant mieux, ça veut dire qu'on ne peut pas tout faire via Internet. Il faut aussi, je dirais, faire confiance à des gens, à des humains dont c'est le métier de pouvoir rentrer et vous accompagner dans le détail. Oui, et puis chez Quintessence, en plus, comme tu dis, ça ne coûte rien. Au contraire, ça peut rapporter. Et en tout cas, les rendez-vous sont entièrement pris en charge. Donc, voilà, si vous voulez juste déjà poser vos questions et que vous avez des interrogations, voilà, on est là pour y répondre. Je vous ai mis plusieurs fois le lien en pop-up dans le chat, dans les questions. Donc, je pense que vous ne pouvez pas le louper, en tout cas. Oui, non, il y a plein de, le PER, c'est nouveau. En tout cas, ça rencontre un franc succès. L'État avait vraiment tout fait pour que ce soit un investissement et que les gens s'approprient ce système. L'État fait confiance aux conseillers en gestion de patrimoine pour accompagner aussi les clients, les épargnants. Donc, je pense que ça, c'est important de le dire, de le faire. Il y a un succès que n'avaient pas eu les systèmes précédents. Il faut bien le dire. Les systèmes précédents, ils étaient un peu complexes. Il y avait cette obligation de la sortie en rente, etc. Bon, aujourd'hui, ils ont fait quelque chose de beaucoup plus simple que, pour le coup, tout le monde a validé. Moi, je trouvais intéressant de pouvoir mettre des chiffres. D'accord ? On a souvent pas beaucoup d'idées en se disant, mais finalement, si je veux 1 000 € par mois, combien il faut que j'ai en capital au moment de la retraite pour avoir 1 000 € par mois ? Un exemple assez simple. En fait, il vous faut à peu près 300 000 €. 300 000 € à 4%, vous pouvez avoir un revenu de 12 000. Et si on le fait dans un cadre fiscal avantageux, comme celui de l'assurance vie ou du plan épargne retraite, ça correspond à peu près à 1 000 € par mois. Donc, vous voyez, le tout, c'est de savoir ensuite, mais comment faire pour avoir 300 000 €. Soit vous les avez, soit vous ne les avez pas, et dans ces cas-là, il faut se les constituer. Et c'est là où c'est important, c'est là où nous, on peut vous accompagner, vous aider. Alors, c'est vrai que si on met son argent et qu'on le place à 1%, pour doubler son capital à 1%, il faut 70 ans. Par contre, si on a une rentabilité à 7%, il faut 10 ans pour doubler un capital. D'où l'importance de bien choisir ses investissements, de bien choisir les stratégies. Et c'est là où on a besoin d'être accompagné, d'être aidé. Voilà, Marie-Claire. Ouais, voilà, je sais qu'il y avait eu d'autres questions. Alors vraiment, comme je disais, les conseillers en gestion de patrimoine seront là pour y répondre aussi. Donc vous avez le lien pour prendre contact. Merci encore, Vincent. Voilà, moi aussi, j'en apprends à chaque fois, même si on se voit souvent. Mais voilà, c'est toujours super intéressant. Et puis, restez connectés sur nos réseaux sociaux, Quintessence, aussi sur le groupe Plural, si vous voulez voir nos prochains événements webinars, puisqu'on a plein de sujets. Des fois, c'est sur le Pinel, des fois sur la réduction d'impôts, sur le rachat de crédit. Donc voilà, restez connectés pour voir les prochains si celui-là vous a plu. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous et bonne journée. Bonne journée. Au revoir.